Le 6 août 1945, l'armée américaine largue une première bombe sur la ville d'Hiroshima. Après l'explosion de Little Boy, la bombe constituée d'uranium, une vague de chaleur irradia la ville et ses habitants et laissa derrière elle des milliers de morts quand ce ne sont pas les grands brûlés et les nombreuses personnes dont les cancers se révéleront quelques années plus tard. Hiroshima, quant à elle, n'est plus qu'un désert. Évidemment, ce genre d'événement va inspirer de nombreux cinéastes, et quand on parle d'Hiroshima au cinéma, et c'est un des plus cités, on pense bien souvent au chef-d'œuvre d'Alain Resnais qu'est Hiroshima mon amour en 1959. Un film puzzle qui peut s'avérer repoussant si l'on aborde sa narration déconstruite, sa structure disposée en éclatés, son montage gangrené d'images mentales dont le cadre joue constamment sur l'espace qui précède et survit, ou bien ces fameux plans en fondu sur les bras, les peaux d'un couple qui se confondent, de la même manière que se fondent les peaux des brûlés, des plans devenus cultes dans l'histoire du cinéma. L'œuvre de Resnais n'est pas un film à proprement parler sur Hiroshima en elle-même. Hiroshima était une toile de fond, une métaphore du traumatisme indicible que vit celle que l'on dénomme Elle, interprétée par Emmanuel Riva. Le scénario est écrit par Marguerite Duras, autrice majeure du nouveau roman littéraire et jouant bien souvent sur l'innommable. Elle fait d'Hiroshima le symbole du traumatisme de la femme ayant perdu son mari allemand et qu'elle ne parvient à décrire. Cinéaste de la mémoire, avec Hiroshima mon amour, Alain Resnais propose une œuvre qui va, pour ainsi dire, révolutionner les codes cinématographiques et faire se perpétuer la mouvance de la modernité au 7e art, abandonnant tout code classique, de la même manière que le nouveau roman, la grande inspiration de la modernité, le fit pour la littérature. Bien sûr, n'oublions pas de citer le Hiroshima d'Hideo Sekigawa, film japonais de 1953 qui a dû attendre une soixantaine d'années avant d'avoir une parution en France, précisément une sortie DVD, Blu-ray, par Carlotta Film. Des films sur Hiroshima, il y en a une pelle, et si je vous parle d'Hiroshima au cinéma, c'est aussi parce que le film dont on va parler aujourd'hui en fait partie. Et ce film, c'est Pluie noire de Shohei Imamura, qui n'est pas le Pluie noire ou Black Rain de Ridley Scott sorti la même année, qui aborde le même contexte à la différence dans un thriller mafiosard avec Michael Douglas, ni le terme désigné d'ailleurs pour le bombardement sur Osaka pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, rembobinons Pluie noire. Réalisateur de la nouvelle vague japonaise aux côtés de Suzumu Hani, Yoshihise Yoshida, Masashiro Shinoa, Shinji Aoyama, Ko Nakahira et Hiroshi Teshigahara, Shohei Imamura fait partie du rare panel de cinéastes à avoir réussi à s'exporter en Europe avec Akira Kurosawa par exemple, où il remporte 2 fois la Palme d'Or à Cannes pour La balade de Narayama, adaptation de Shishiro Fukasawa, sa première reconnaissance internationale en 1983, et après un bref passage à la télévision avec la crise du cinéma japonais, languit en 1997, critique du néoconformisme japonais, qui va lui faire remporter cette seconde Palme d'Or. Le style d'Imamura se distingue de ses contemporains, notamment Nagisa Oshima ou Ozu, dont il va s'écarter de la mise en scène, pour son réalisme documentaire, un cinéma social, un cinéma bien plus humain, provoquant par instant, ce qui va d'ailleurs lui coûter une interdiction à la réalisation pendant 2 ans par la Nikatsu pour Cochons et Cuirassés en 1961. Chez Imamura, les plans longs, typiques du cinéma japonais, sont rares et dégarnis d'action. Il n'hésite pas à aborder la sexualité, la politique et va défendre à plusieurs reprises la figure de la femme dans des films comme La femme insecte en 1963 et Désir meurtrier en 1967. Il fait de la femme une forte personnalité, une figure reprenant son destin en main après de nombreuses humiliations. Shohei Imamura s'exprime sur tous les supports, notamment au théâtre avec la pièce Dieux et cochons. Il écrit pour ses confrères cinéastes à la Nikatsu comme La ville des coupoles de Kiriro Urayama en 1962, puis fonde sa propre compagnie de production, Imamura Productions, en 1965. Mais dans tout ça, qu'en est-il de Pluie noire ? Adapté du roman de Masuchi Ibuse, Pluie noire sort en octobre 1989 et va quant à lui remporter 2 prix cannois, précisément le prix spécial et le prix technique, mais aussi 2 autres prix de meilleur film au Nippon Academy Show et au Kinema Junpo Awards. Pluie noire est un film important pour Shohei Imamura puisque c'est un des premiers films qui entre en rupture avec la grammaire classique de sa filmographie en termes de thématique et d'esthétique, et le film surprend sur plein d'aspects qu'on va voir ensuite. 6 août 1945. Alors qu'une jeune femme, Yasuko, interprétée par Yoshiko Tanaka, rentre chez son oncle en bateau Chigematsu, ici joué par Kazuo Kitamura, à l'idée de se marier, un grand éclair perce le ciel pendant le bombardement d'Hiroshima, amenant une pluie radioactive qui déferle sur la jeune femme et les habitants
désormais affecté par la bombe. Pluie noire est un film qui, avant d'aborder Hiroshima, qui n'est ici qu'une toile de fond, parle avant tout de désillusion et de tragédie dans l'après-Hiroshima. Et quand je parle de désillusion, je parle aussi de format. Au vu de l'imagerie sublime du long métrage que l'on doit au chef opérateur Takashi Kawamata, on s'attend à un film assez ancien. On trouve un noir et blanc contrasté, des photogrammes abîmés et tremblants, pourtant le film est sorti en 1989. Pluie noire pourrait alors être une sorte de trompe-l'œil, même du côté de l'affiche et de la jaquette, qui est un peu moche, on va pas se le cacher. On pourrait se dire, et par erreur, que la photo repose sur un choix purement maniéré du réalisateur à retravailler sur le noir et blanc sale d'une image frétillante. Mais dans la démarche d'un film au style quasi documentaire et dans le but de rallier avec un certain formalisme, l'image abîmée est assez justifiée. Ce qui est assez surprenant, c'est que là où l'on pourrait penser que le dispositif de Pluie noire est simple, voire trop simple par instant, le film est en fait absolument pertinent dans sa sobriété. Le long métrage est très humble sur son ensemble en termes de cadrage et dans la manière de capter le quotidien des personnages principaux. Le film s'introduit sur le bombardement précédant une scène cauchemardesque, voire horrifique, digne d'un métrage de Romero et d'un réalisme déconcertant. Une séquence constituée de chair fondue, de peaux flasques et d'une ville dévastée. Puis, ta gueule ! 5 ans plus tard, c'est un village qui nous est présenté. Calme, serein, voire idyllique, après un premier acte en contraste total avec le temps présent. Le cadre apparaît solaire, la population accueillante. Je précise que la manière dont cette idylle est amenée reste tout à fait subtile, les effets de mise en scène y sont généralement absents. Ainsi, Imamura, par cette humilité de la caméra, dessine une vraie humanité de ses protagonistes, notamment la famille Chitsuma qui devient rapidement attachante, et en particulier quand ils sont confrontés à la mort physique et sociale qui se révèle au fur et à mesure du film. Pour aller plus loin, on peut même retrouver un certain mélange des genres avec la présence du burlesque et de l'absurde, notamment chez le personnage de Yuchi par exemple, interprété par Keisuke Ishida, traumatisé de guerre qui au retentissement d'un véhicule se jette sous ses roues pour y poser une bombe imaginaire comme à son passif de militaire ayant pour objectif d'anéantir les tanks ennemis. La guerre est finie et pourtant Yuchi la vit toujours. Le long métrage peut alors être tragicomique, où ces moments hilars révèlent une douleur enfouie qui ressurgit dans un cadre à l'apparence champêtre. C'est cet équilibre intime entre la comédie et le drame qui aide à mieux supporter la lourdeur émotionnelle du message. Le montage d'Hajime Okayasu crée une scission entre le village qui nous est montré et les scènes de la catastrophe disposées en flashback, qui s'apparentent presque au film de survie tant elles demeurent réalistes. Cette scission s'accélère au fur et à mesure du long métrage, où cette vision d'horreur des irradiés en lambeaux devient de plus en plus récurrente. Les plans deviennent alors plus complexes, passant d'une certaine fixité à de l'entraveling sur les flashbacks qui viennent peu à peu s'entrechoquer et contaminer le présent. Même 5 ans après la bombe, les personnes qui étaient sur les lieux de l'événement, même si elles ne sont pas atteintes de symptômes, sont considérées irradiées et rejetées socialement. C'est le cas quand l'oncle Chikematsu, cherchant à marier sa nièce, doit faire face à la rumeur comme quoi Yasuko aurait été sur les lieux de l'événement, et donc doit ainsi faire face au drame à venir dont nous, spectateurs, avons conscience. Le doute naît peu à peu au sein de la famille Chitsuma, se demandant alors si une influence divine les envahit, notamment dans les moment où l'oncle Chikematsu a absurdement recours aux prières alors que lui-même ne croit pas. C'est sur une dernière alternative, rationnelle cette fois-ci, que se repose l'inquiétude de la famille, de savoir si réellement la bombe a affecté Yasuko, parlant sans cesse d'un grand éclair. La famille se demande alors pourquoi cette bombe, un prétexte pour faire capituler le Japon de force et soi-disant mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. L'idylle du village laisse alors place au deuil, où cette famille tente d'affronter la mort mais n'a pas d'autre choix que de l'accepter, un message que le cinéaste exprime avec une vanité, un dernier plan large sur Yasuko dans la vision de l'oncle partant dans une ambulance qui elle-même disparaît à l'horizon. On pourrait d'ailleurs trouver un parallèle entre la fixité du plan sur l'environnement montré avec la fixité de la population carbonisée, ramenée à un état statique, à l'image d'un Pompéi, elle aussi réduite en cendres. Le spectateur devient alors le témoin d'une décrépitude perpétuelle de ses habitants, qu'elle soit physique, psychologique ou sociale. Ce style épuré que l'on évoque depuis le départ est là pour mieux dépeindre les traumatismes de la tragédie. Derrière ce tableau bucolique se cachent de grandes séquelles, un lourd passé ressurgit dans l'image. La désillusion prend effectivement forme. Le film devient alors assez dur et plutôt poignant. C'est ici que l'on retrouve un certain humanisme. Par exemple, dans ce passage qui pour moi reprend au mieux l'humanité de ses personnages quand ils s'amusent avec une carte pour voir si elle grandit, montrant à quel point les moments présents sont importants à conserver quand le temps finit par nous dépasser. La réussite de Pluie noire repose pour moi sur cette faculté de son cinéaste à s'approprier un événement historique aussi déchirant avec respect et dignité pour ses victimes tout en y mettant de sa patte artistique. Shohei Imamura a réalisé une œuvre stoïcienne au fond et à la forme fabuleuse et d'une miséricorde absolue. Et évidemment, c'est à redécouvrir. Sur ce, des bisous à tous et voyez des films.